Depuis 1980, le Sahel a vécu des périodes très troubles. Dans cette région, l'une des plus pauvres de l'Afrique, le Niger a enregistré 5 coups d'État, le Mali 4 coups d'État, la Mauritanie 3 coups d'État, le Burkina Faso avec ses 2 coups d'État de 2022. Ces prises de pouvoir par les militaires ne sont pas sans conséquences. Les populations de certains de ces pays sont chassées par l'insécurité entraînée par ces changements de régime. La Mauritanie escale d'une part entre le Sub-Sahara et l'Europe et le Sub-Sahara et le Maghreb, devient une zone de transit qui a explosé les chiffres de ces Africains qui fuient l'insécurité dans leur pays. Près de 90 000 Maliens sont réfugiés au fin fond du sud-ouest de la Mauritanie et des milliers de Guinéens, Nigériens, Burkinabés et d'autres nationalités prennent d'assaut la capitale Nouakchott pour s'évaporer plus tard dans la nature. Une nature qui est parfois le meurtrier océan Atlantique et parfois le mortel désert du sud algérien. Cause de ce phénomène, les coups d'État qui reviennent en force et qui dévisagent complètement la démocratie fragile du continent. L'Afrique fait face donc à une situation qui devient de plus en plus incontrôlable et qui, surtout, perturbe tous les indicateurs économiques et démographiques d'un continent à la recherche d'une identité propre. Les sociétés démocratiques doivent être préservées et les coups d'État militaires sont inacceptables au XXIe siècle. Depuis quelque temps, nous assistons à un retour en force des coups d'État en Afrique après l'intermède des conférences nationales et des démocraties qui ont été instaurées au lendemain du discours de la Baule. Et donc, ces coups d'État interviennent notamment dans la région du Sahel, qui est une région touchée par une instabilité extrêmement grave et une montée en flèche des groupes terroristes depuis bientôt plus d'une décennie. Donc ce sont des pays qui sont au centre de cette instabilité qui connaissent donc cette valse de coups d'État. Après le Mali, il y a eu le Burkina Faso et puis maintenant le Niger, à qui le tour serait-on tenté de dire. En tout cas, c'est une situation extrêmement grave qui nous ramène des décennies en arrière. Et ce sont des coups d'État qui certainement ne vont pas du tout régler le problème, mais au contraire vont l'aggraver davantage parce qu'on sait très bien que face à ces groupes djihadistes, il va falloir une très grande force de frappe que ces pays, en tout cas sahéliens, n'ont pas. Et je vois en tout cas personnellement très mal cette volonté de vouloir se débarrasser des puissances occidentales et des forces en présence donc dans le cadre de la coopération bilatérale ou internationale. Je pense que cela va mener ces pays dans une impasse et cela va aggraver la situation. On le voit déjà avec le Mali, le retrait déjà de Barkhane depuis maintenant quelques mois ainsi que de la MINUSMA. La situation sécuritaire s'est gravement détériorée et les terroristes sont aux portes de Tombouctou
et donc il n'est pas exclu que cela les mène très loin et donc pourrait même coûter très cher au Mali qui risque de perdre sa souveraineté et par effet domino, cette situation risque de se propager dans toute la région du Sahel, exposant donc le monde entier à une menace terroriste de plus en plus insistante. Salomon Kalou. Si tu aimes ça, mais dis-moi la main. If you like that today, now clap your hands. Victor Bijoka. Blamaya Homunduku. Blamaya Zimunduku. Beka. Munduku, 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 Munduku. Mistake. Munduku, 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 Munduku. Nozaburi. Munduku, 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 Munduku. Mistake. Munduku, 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 Munduku. Nozaburi. Aujourd'hui, on est dans des transitions qui sont délicates, qui sont indéterminées. Dans les trois pays, il y a quand même on a beaucoup de mal à avancer dans le calendrier des réformes institutionnelles. Il y a très peu de consensus en fait politique interne pour avancer. Ils n'en prennent pas le chemin. Au Mali, il y a une constitution qui a été taillée sur mesure. En Guinée, il y a encore une hésitation sur la suite. Au Burkina Faso, la dernière fois qu'il a fait une interview, il a déclaré que les conditions pour les élections ne sont pas prêtes. D'ailleurs, on le voit très bien par le passé, quand on avait la pression de la CEDEAO et des militaires qui devaient passer le pouvoir, ils faisaient des transitions d'1 an, justement maximum. On a encore en tête ces genres de transitions. Mais quand la transition s'allonge, c'est sûr que le détenteur du pouvoir n'entend pas le laisser. Alors, je pense qu'ils vont évidemment y arriver parce qu'on est quand même dans des volontés de régulation. Il y a des politiques, des civils qui participent dans les trois pays aux efforts de la transition. Donc, on n'est pas dans un système de junte. C'est pas le Nigeria du début des années 90. Donc, les concepts de junte, de putschistes sont là aussi à relativiser puisqu'il y a une participation de la société civile. Certes, les activités politiques sont très limitées, voire interdites, mais il s'agit, selon moi, de mettre en avant la recherche d'un nouveau modèle. Cela passera sans doute par des formes d'états généraux, de conférences nationales, de référendums constitutionnels, au cours desquels les populations seront amenées à se prononcer. Je n'y crois pas, tout comme je ne crois pas au Burkina Faso, tout comme je ne crois pas en Guinée-Conakry dans un contexte comme celui-ci. Il ne peut pas y avoir d'élection sans que l'on soit rassuré de ce que l'élection peut communément et instantanément être organisée sur le territoire national, et l'aspect sécuritaire est un sujet. Un vent de coup d'État souffle sur l'Afrique de l'Ouest. Après la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, c'est la tempête au Niger. Quelles sont les conséquences de ce phénomène sur la démocratie en Afrique? Pourquoi ce nouveau combat des militaires dans les palais? Cheikh Ali pose toutes ces questions et d'autres au capitaine Breke Woulmbark, officier de l'armée mauritanienne à la retraite, converti en homme politique. Mon capitaine, c'est un sujet très d'actualité duquel nous allons parler ce soir. Ce sont ces coups d'État en Afrique. Les coups d'État en Afrique de façon générale. Mais nous avons vu depuis quelque temps maintenant, vraiment, il y a des coups d'État qui se suivent et qui se ressemblent un peu. Un coup d'État militaire. Est-ce qu'il y a un bon coup d'État militaire et il y a un mauvais coup d'État militaire? Bon, selon moi, parce que j'ai eu à participer à un coup d'État du juillet 1978, je pense qu'on ne peut pas qualifier les coups d'État de bons ou de mauvais. Est-ce que quand les militaires prennent le pouvoir, dans n'importe quel pays du monde, que ce soit en Afrique ou ailleurs, ou en Asie, mais quand ils prennent un coup d'État, ils le prennent toujours pour une raison.
C'est pour ça que je vous ai posé la question de savoir est-ce qu'il y a de bonnes raisons de prendre le pouvoir et il y a de mauvaises raisons de prendre le pouvoir. Je vous ai dit, oui. je reviens sur ma réponse. Oui. Je vous ai dit que les coups d'État, en général, ne peuvent pas être bons pour des gens qui s'inscrivent dans la logique occidentale. Les coups d'État ne sont jamais bons. Pour nous, les coups d'État peuvent être bons en regardant la suite logique, l'évolution du coup d'État. En Mauritanie, je qualifie le coup d'État de bon. Quel coup d'État? Vous parlez de quel coup d'État? Le coup d'État du 10 juillet 1978. Pour vous, c'est un bon coup d'État? C'est un bon coup d'État. Pourquoi? On était en guerre, on était entre deux autres puissances, et la Mauritanie, la guerre pouvait un peu secouer notre unité nationale, les pour, les contre. Mais quand même, certains disent que vous avez renversé Mokhtar Ould-Daddah parce que vous ne pouvez pas faire la guerre. Bon, je crois que c'est une polémique dans laquelle je ne peux pas m'inscrire. Bon, pour vous, ça c'est pour vous. Vous dites que pour vous, le coup d'État de 1978 qui a renversé feu Mokhtar Ould-Daddah était un coup d'État qui était un coup d'État nécessaire. Il avait une justification. Qui avait une raison. Justification, je ne sais pas, mais une raison. Mais est-ce que finalement, vous pensez que vous avez accompli votre mission? Je parle de l'armée, des militaires. C'est pas ce qu'on dit de vous quand même. Parce que les citoyens de ce pays disent que depuis que vous vous êtes amusés, excusez-moi, j'emploie l'expression, je fais exprès de l'utiliser, vous êtes amusés à venir troubler l'ordre constitutionnel depuis et jusqu'à ce jour, certains disent que ça ne va pas. Bon, certains politiciens peut-être, mais la Mauritanie, c'est 4 millions d'habitants. Je crois que ce n'est pas le point de vue général. Mon capitaine, est-ce que vous, militaire, en tant que vous êtes partie prenante du coup d'État de 1978, est-ce que vous nous avez laissé un bon héritage? Oui. Pour vous, c'est oui. Oui. Alors, quel héritage? Nous avons donné la démocratie. Vous avez donné la démocratie. Vous osez parler de donner la démocratie, vous les militaires? Tout cela crée évidemment aujourd'hui une situation assez étrange où on voit des pouvoirs militaires portés, je dirais, comme portés au nu par la rue, considérés comme étant une réponse à des aspirations nouvelles, qui sont des aspirations assez confuses d'ailleurs, où se bouscule à la fois, je dirais, un sentiment de souverainisme, une volonté de rompre avec ce qui est considéré comme un lien, un cordon ombilical avec l'ancienne puissance coloniale, et puis une revendication, je dirais, de nouveaux partenariats. Depuis 1980, le Sahel a vécu des périodes très troubles. Dans cette région, l'une des plus pauvres de l'Afrique, le Niger a enregistré 5 coups d'État, le Mali 4 coups d'État, la Mauritanie 3 coups d'État, le Burkina Faso avec ses 2 coups d'État de 2022. Ces prises de pouvoir par les militaires ne sont pas sans conséquences. Les populations de certains de ces pays sont chassées par l'insécurité entraînée par ces changements de régime. La Mauritanie escale d'une part entre le Sub-Sahara et l'Europe et le Sub-Sahara et le Maghreb, devient une zone de transit qui a explosé les chiffres de ces Africains qui fuient l'insécurité dans leur pays. Près de 90 000 Maliens sont réfugiés au fin fond du sud-ouest de la Mauritanie et des milliers de Guinéens, Nigériens, Burkinabés et d'autres nationalités prennent d'assaut la capitale Nouakchott pour s'évaporer plus tard dans la nature. Une nature qui est parfois le meurtrier océan Atlantique et parfois le mortel désert du sud algérien. Cause de ce phénomène, les coups d'État qui reviennent en force et qui dévisagent complètement la démocratie fragile du continent. L'Afrique fait face donc à une situation qui devient de plus en plus incontrôlable et qui, surtout, perturbe tous les indicateurs économiques et démographiques d'un continent
à la recherche d'une identité propre. Les sociétés démocratiques doivent être préservées et les coups d'État militaires sont inacceptables au XXIe siècle. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Moi, c'est Mohamed Ould Chirali, je suis journaliste, chroniqueur, éditorialiste, indépendant et mauritanien. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, et j'espère qu'ils sont peu nombreux, mon nom va s'afficher dans quelques instants sur cet écran. Bonjour, bonsoir, où que vous soyez, et merci de suivre cette troisième chronique de la série des enjeux politiques en Afrique. Nous avons parlé la première fois du Sénégal sous l'intitulé Feu et à sang, à cause des événements malheureux qui se sont produits, et puis nous avons parlé des événements qui se sont déroulés au Mali, dans le domaine de l'insécurité. Aujourd'hui, nous allons parler de la banalisation des coups d'État. Et vous avez suivi des éléments qui, peut-être, vous ont permis de vous mettre dans le bain. En ce qui concerne les coups d'État, le premier coup d'État dans le monde a eu lieu en 2340 avant Jésus-Christ. À cette époque, Sargon avait usurpé le pouvoir pour fonder l'Empire akkadien. L'événement s'était passé au royaume Kitch. Le dernier coup d'État survenu est survenu au Gabon, celui qui a renversé le président Ali Bongo le 30 août 2023. Mais, contrairement à ce qu'avait dit le capitaine Breké Ould-Mbarek, officier de l'armée mauritanienne, qui était partie prenante dans le coup d'État de 1978, en répondant à la question que je lui ai posée au cours d'une émission qui a été diffusée sur Afromédia Canada, la question de savoir est-ce qu'il y a des bons coups d'État et des mauvais coups d'État. Le capitaine avait répondu que oui, il y a des bons coups d'État. Pour moi, personnellement, et je l'ai toujours dit, un coup d'État n'est pas plus et pas moins qu'une entrée avec effraction et fracas dans un palais de la République. Dans le monde, il y a eu près de 500 coups d'État. Mais chaque coup d'État est un cas de figure. Le groupe qui organise le coup d'État, il va de sa manière. Parfois, pour des raisons inavouées. Mais le principe du coup d'État reste toujours le même. Un président est au pouvoir, qu'il soit élu légitimement ou pas, et les militaires, un jour, décident simplement et débarquent avec leurs armes, leurs véhicules blindés et leurs munitions. Armes, véhicules blindés et munitions payés sur l'argent des contribuables du pays, et au son de la fanfare, ils s'emportent du pouvoir, sans aucune forme de procès. Et ça a toujours été comme ça. Depuis 1950, le monde a enregistré 500 coups d'État. 97 pays se partagent ce phénomène.
la Bolivie, l'Argentine et le Soudan tiennent tête du peloton, des pays versés dans des changements de régime qui étaient pratiquement ininterrompus dans ces pays. L'Afrique compte 146 putsch au renversement de régime depuis 1952, c'est-à-dire 8 ans avant les premières indépendances, et si vous voulez, pour que je sois un peu plus illustratif, une année après ma naissance. Sur les 146 coups d'État et putsch organisés sur le continent, sur les 146 coups d'État organisés, 37 seulement ont échoué. Ce qui veut dire que le taux de réussite est de 75%. Mais là, ce n'est pas le problème. Même s'il y a quand même problème. Parce qu'il y a problème. Et ce problème est ce nouveau phénomène des coups d'État qui poussent des militaires en charge de la sécurité rapprochés des présidents de leur pays qui prennent le pouvoir, comme on l'a vu, même parfois sans se référer à leurs supérieurs et, le plus grave encore, sans vraiment des raisons valables. Parfois, ils agissent sur un coup de gueule, sur un coup d'énervement, ou lorsqu'ils se sentent, ou lorsqu'ils sentent leur intérêt personnel menacé. Alors, ils prennent en otage un président élu démocratiquement et ils se déclarent à la tête d'une junte qui a renversé le régime. Dans cette première partie de cette série d'émissions consacrée à la chronique de la banalisation des coups d'État, nous allons parler de 3 pays, la Mauritanie, le Mali et le Niger. Nous n'allons pas revenir sur les coups d'État de manière générale. Nous allons aborder le sujet en parlant des coups d'État menés entre 2008 et 2023 par Ould Abdelaziz de Mauritanie, général, Assimi Goïta du Mali, colonel, et le général Abdurrahman Tiani du Niger. Pourquoi ces 3? Et pourquoi ces 3 pays? Parce qu'au moment où ils ont pris le pouvoir, ces 3 militaires occupaient les mêmes fonctions, et parce que tous 3 ont agi pour les mêmes raisons. C'est le Mauritanien Ould Abdelaziz qui s'était lancé le premier dans cette aventure. Par un décret présidentiel en date du 6 août 2008, lui, à l'époque commandant du BASEF, le bataillon de la sécurité présidentielle, et le général Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, l'actuel président mauritanien, et un autre général sont limogés. Le général Ould Abdelaziz, à la tête donc du bataillon de la sécurité présidentielle, n'accepte pas son limogeage. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il positionne ses hommes du bataillon dans et autour du palais, prend en otage le président et se déclare à la tête d'une junte qui a pris le pouvoir. Raison évoquée, il dit que le président déchu voulait décapiter l'armée, comme si l'armée mauritanienne s'est limitée à lui et au général Qazouani. En août 2020, le colonel Assimi Goïta fait un coup d'État, un second coup d'État après le coup d'État de juin de la même année. Pour ce coup d'État, il s'est fait désigner vice-président de la transition. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le président de la transition décide d'un remaniement mystérieux. 2 proches d'Assimi Goïta, qui est meneur du coup d'État, sont exclus de la nouvelle formation du gouvernement. Le colonel Assimi Goïta décide tout simplement
de reprendre le pouvoir au président de la transition et à son premier ministre, comme s'il leur avait confié un pouvoir pour une durée déterminée. Il envoie le président et le premier ministre, tous deux, au tristement célèbre camp de Kati, des Bérets Rouges, et le coup d'État est consommé. Raison évoquée, le colonel Assimi Goïta dit qu'il n'a pas été consulté pour la composition de ce gouvernement, pour donner son avis. Assimi Goïta était peut-être à l'époque vice-président de la transition, mais je ne sais pas, en tout cas moi, je ne sais pas, qu'est-ce qui lui donne le droit de rejeter une décision prise par le président de la transition. Donc, il décide tout bonnement de séquestrer le président et le premier ministre et il prend les rênes du pouvoir. Le troisième cas est celui du Niger. Le 26 juillet 2023, le général Tchani, commandant du bataillon de la sécurité présidentielle du Niger, prend le pouvoir. Même scénario. Il séquestre le président élu démocratiquement et se proclame nouveau dirigeant du pays. Les spéculations sont allées bon train sur les raisons du coup d'État. Mais dans la réalité, c'était parce que, selon des personnes très proches du palais et dignes de foi, le président Bazoum était sur le point de limoger le général Tchani de la tête du bataillon de la sécurité présidentielle. Ce qui nous ramène au cas de figure de la Mauritanie en 2008. Donc, 3 militaires qui étaient en charge de la sécurité présidentielle et qui, comme on l'a vu, ont pris le pouvoir, chacun pour des raisons personnelles. Mais ce qui fait le plus mal, c'est que dans les 3 cas que nous venons de voir, c'est la forme la plus claire que nous sommes dans un environnement où la prise de pouvoir est complètement banalisée. Elle est banalisée parce que toute la démocratie d'un pays est détournée par des hommes pour leur propre intérêt. Ce qui est inadmissible. Le secrétaire général des Nations Unies, vous l'avez entendu, l'a dit, c'est inadmissible. Moi, je considère que c'est du grand banditisme militaire. Pas plus et pas moins. Un banditisme qui se caractérise par l'ingratitude parfois, la trahison parfois, et toujours avec une dose de malhonnêteté. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous, entre 5h et 8h du matin, la vie d'un homme, un président élu démocratiquement, peut basculer en enfer. Entre 5h et 8h du matin, toutes les valeurs démocratiques d'un pays peuvent être détruites par la lecture d'un communiqué par un militaire à la télévision du pays. Et enfin, parce que entre 5h du matin et 8h du matin, un militaire qui, parfois, n'est rien du tout, et il le sait très bien, lance son pays dans une aventure dont les conséquences sont très souvent extrêmement graves et mettent en péril les relations entre les pays et ses partenaires, entre le pays et les organisations internationales, entre le pays et les organisations régionales et sous-régionales. Et ce n'est pas tout. De telles situations créent parfois une dégradation totale des relations entre les pays et des pays qui constituent des supports importants pour les leviers de développement économique du pays. Maintenant, la question qu'il faut se poser est celle de savoir, est-ce qu'il faut qu'à chaque fois qu'un militaire qui n'était rien du tout, ou presque jusqu'à 5h du matin, d'un jour ordinaire, décide de prendre le pouvoir parce qu'il est en charge de la sécurité rapprochée d'un président, est-ce qu'il faut le suivre? La question, elle est là. La question est là. Et pourquoi nous avons dit banalisation des coups d'État, banalisation des prises de pouvoir?
Parce que entre 5 heures et 8 heures du matin, parfois, un militaire prend seul la décision de prendre le pouvoir et notre radio nationale ou notre télévision nationale est occupée par des militaires qui lisent un communiqué et à 8 heures du matin. C'est l'enfer politique, l'enfer démocratique, l'enfer social et l'enfer humanitaire pour tous les pays. C'est là le problème. Ikat kuri da digi tanta balma gobiri kinkini ina figi fonda bindi chinibi kotkota galala amma aina sidi ay manti falabo bora kulkani girbi monadi songai na fitiga kazima modigi asima tari kota geri ay bongo feri songai yala da simbiri baba ye baba ye baba na sama ye baba ye baba ye baba na sama iman nai mabai amma kan lokacin to ai bai ga da nau fata ku bai adi fonda kota bari ga simatari kota keri ay bongo fei songai lala da simbiri marga no wazaga margu ay hinna ga zankano dobo toni bai wano tor ala sirir koy mawi munafikyo. Samuel Doe a été promu au grade de sergent-chef le 11 octobre 1979 et nommé administrateur du 3e bataillon à Monrovia, poste qu'il a occupé pendant 11 mois. Au matin du 12 avril 1980, un groupe de soldats se rend à la résidence du président d'alors du Libéria, William Tolbert, pour réclamer le paiement de leurs soldes. À leur tête, le sergent Samuel Doe. Trouvant la maison sans garde et le président encore au lit, ils prennent le parti de massacrer William Tolbert, qui est immédiatement poignardé devant sa femme dans sa chambre et mise à la porte. Le sergent Doe devient ainsi le 21e président de la République du Libéria. Considéré partout comme le tyran le plus sanguinaire de l'histoire de l'Ouganda, et peut-être même de l'Afrique, Idi Amin Dada, né vers 1925 à Koboko et mort en 2003, était un militaire et homme d'État ougandais exerçant un pouvoir absolu sur le pays entre 1971 et 1979, en tant que président à vie. Après avoir appris qu'Obot planifiait de l'arrêter pour détournement de plusieurs millions de dollars issus des fonds de l'armée, Amin Dada prend le pouvoir par un coup d'État le 25 janvier 1971, alors qu'Obot assiste à un sommet du Commonwealth à Singapour. Après de nombreux appels, avertissements ou menaces, les jeunes soldats ont décidé de descendre dans leur combat de Kelaoun à la State House à Freetown le 29 avril 1992 pour protester contre leurs échecs dans la poursuite de la guerre, réclamant leurs arriérés de salaire. Le groupe de soldats était dirigé par Strasser lui-même et ses deux meilleurs amis et compagnons d'armes, le sergent Salomon Moussa et le capitaine Sar Sandi. L'apparition des militaires dans la capitale contraint le président Momo à fuir le pays et il s'exile à Conakry en Guinée. Le jeune officier militaire n'avait probablement jamais imaginé être le plus jeune dirigeant du monde à 25 ans. Les événements qui se sont déroulés lui ont offert ces énormes possibilités. Ce vide de pouvoir a motivé le capitaine Strasser et ses hommes à prendre le pouvoir, formant le NPRC, avec Strasser comme chef d'État. Il est devenu le plus jeune chef d'État du monde à seulement 25 ans. En janvier 1996, après près de 4 ans au pouvoir, Strasser a été évincé par un coup d'État militaire. Hein?